tu veux. Merci Didier, merci Benjamin, bonjour à tous. On va vous traiter d'un cas clinique que j'ai eu l'occasion de gérer en partie et vous allez voir que par rapport à ce qu'on vient de dire, j'ai fait que des bêtises. Et j'ai demandé à Christophe, qui est plus savant que moi, de faire des commentaires vis-à-vis de tout ce qu'on a pu faire étape après étape vis-à-vis de la gestion de ces situations. Alors c'est un cas clinique d'un patient jeune, 56 ans. Vous avez une espèce de petite graphe en haut que vous allez suivre dans le temps qui commence en 2010 et vous allez voir qu'on va l'amener jusqu'à la semaine dernière, date à laquelle je l'ai traité pour la dernière fois. C'est un jeune homme qui fait un ST+ inférieur, qui est pris en charge par le SAMU, qui a comme facteur de risque un tabagisme non négligeable et surtout une hérédité familiale, mais qui a le souci d'être un grand sportif. Et donc ça le gêne dès qu'il a des soucis de rosténose, puisque c'est la question. Il fait du marathon, les 100 km de mi-haut, donc je vous l'ai dit, il fait une nécrose inférieure, il est thrombolisé rapidement, il est en succès de lyse et il bénéficie quelques jours après par un de mes collègues, mais j'aurais probablement fait la même chose, de la pose de 2 stents sur, j'ai pas les images parce que je n'avais pas le CD de cette époque-là. Il a 2 stents sur la circonflexe proximale et sur la bisectrice proximale avec un kissing final et un bon résultat. Et il revient 6 mois après, vous voyez la petite étoile bleue là-haut, pour ce qui est typiquement une rosténose intrastène sur l'axe de la circonflexe. Il n'y a pas grand-chose sur l'axe de la bisectrice, il n'y a pas grand-chose sur le reste de son réseau coronarien. Et donc, un autre de mes collègues le traite avec un coup de ballon, une angioplastie de réouverture de cette rosténose, et puis la pose d'un stent actif, qui est un Promus 2.5/12, et puis un résultat angiographique à la fin de la procédure qui est tout à fait satisfaisant et qui peut être jugé comme un bon résultat à la fin de la procédure. Alors, à ce moment-là, on peut poser la question à Christophe, qui est donc plus érudit que moi, de savoir est-ce que c'était la bonne stratégie pour une première sténose intrastène d'aller mettre un stent actif à l'intérieur. Christophe, un commentaire. Donc déjà bonjour et merci de m'avoir invité. L'érudition, non, je ne sais pas plus que tout le monde. On est dans une situation, donc on peut peut-être discuter, chacun a ses idées. On est dans une situation d'une rosténose dans un stent tenu. On verra tout à l'heure, on en voit de moins en moins quand même, avec plusieurs possibilités. La première, c'est le coup de ballon simple, que vous connaissez tous, qui, je vous ai pas montré les études, mais ça marche pas très bien. En tout cas, la probabilité qu'on a de rosténoser dans un stent tenu, si on remet un coup de ballon, elle reste la même. Donc là, c'est une lésion qui est assez longue, il y a 2,5 mm, c'est un petit vaisseau. Il y a eu un kissing, donc la probabilité de rosténose avec un ballon nu reste quand même relativement importante. Donc on a à peu près actuellement 2 grandes solutions qui sont soit le ballon actif, donc le kit Excel, soit le stent actif. Voilà, donc est-ce qu'il y en a un des deux qui marche le mieux? C'est la question dans le stent tenu. Il n'y a pas beaucoup d'études. Toutes les études sur la rosténose sont des petites études avec au maximum 300-400 patients. Là, c'était l'étude RIPS 5 qui a été publiée il n'y a pas longtemps, 200 patients, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que si dans une rosténose avec un stent tenu, vous faites du ballon actif, finalement ça marche pas trop mal. Et si vous mettez un stent actif de dernière génération, un everolimus, ça marche un petit peu mieux sur le plan angiographique. On a des meilleurs résultats avec un stent actif dans un stent tenu avec un stent de dernière génération. A priori, en termes d'image, en tout cas. Par contre, en termes d'événements, pas de différence, tout en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de patients et que c'est difficile d'en tirer des conséquences événementielles. Donc je pense que les deux sont possibles. Ça dépend déjà si la lésion est la rosténose est diffuse ou pas. Dans les stents tenus, on le verra, c'est plutôt diffus. Ça dépend comment est le résultat quand on a fait la prédilatation. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? S'il est bon, on aura plutôt tendance à mettre un ballon actif. S'il n'est pas très bon, on aura plutôt tendance à mettre un stent actif dedans. Voilà. Donc probablement deux solutions qui sont acceptables à l'heure actuelle, le ballon actif ou le stent actif, je dirais. Alors vous voyez sur le petit triangle bleu là-haut, on est à peu près 6 mois plus tard, ce patient revient, il revient pour une symptomatologie angineuse, il est recoronarographié d'entrée de jeu. Vous voyez qu'il y a de nouveau une rosténose sur le même site, la bisectrice elle est à peu près épargnée, on retrouve une rosténose sur le stent de la circonflexe et on fait le choix de le traiter avec l'application d'un ballon semi-compliant puis d'un ballon non compliant avec l'arrière-pensée d'impacter correctement le stent si c'est ça le mécanisme et un résultat angiographique à ce moment-là qui est encore une fois
peu près satisfaisant et donc on arrête là la procédure et on peut donc poser la question de savoir si c'était la bonne stratégie de remettre un coup de ballon simple dans une resténose intra-stent actif désormais puisqu'il y a un stent actif. Christophe? Alors là, on n'est plus dans le même, on n'est plus dans une resténose de stent tenu, on est dans une resténose de stent déjà actif. On le verra avec des taux de resténose relativement faibles. Ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est que le ballon nu, ça marche pas très bien. Vous voyez, quand on compare un ballon nu à un ballon actif dans un stent actif, il n'y a pas photo. Le ballon nu, ça resténose beaucoup. Donc je pense qu'on est à peu près, je pense qu'on pourra en discuter, mais traiter la resténose avec un seul coup de ballon, sauf cas particulier de quelqu'un à qui on ne veut pas mettre une double antiagression plaquettaire trop prolongée, etc., est probablement pas la meilleure solution si on n'a pas envie de revoir le patient rapidement. Donc c'était juste pour dire un petit peu on verra de moins en moins de resténose sur des stents tenus parce que vous voyez un petit peu comment évoluent les stents actifs entre 2007 et 2012, on est en 2014. En gros, je pense qu'on a à peu près tous la même façon de travailler, on doit être à peu près à plus de 80% de stents actifs de dernière génération, tout simplement parce qu'ils ne thrombosent pas plus. Quand on regarde les thromboses tardives, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Toutes les études montrent que les stents actifs de dernière génération thrombosent même moins tardivement que les stents tenus. Donc on a une pénétration qui est très très importante et il reste plus beaucoup de place pour les stents tenus. Alors juste pour vous dire, regardez à nouveau dans la littérature, hein, les stents actifs de dernière génération, ça thrombose pas plus que les stents tenus. Ça resténose beaucoup moins, ça c'est évident, mais ça resténose quand même, hein, parce que c'est à peu près la moyenne, c'est 12%. C'est-à-dire que ce n'est pas 0% de resténose. Il y a à peu près un patient sur 10 avec des stents actifs vont revenir et vont avoir une resténose. Donc on en verra, même si on n'en voit pas beaucoup. Et cette diapositive, c'était pour vous sensibiliser à quelque chose que vous savez déjà, c'est que la resténose dans le stent tenu, c'est pas tout à fait la même chose que la resténose dans le stent actif. Hein, les mécanismes sont différents. Les deux diapositives, la diapositive vous montre un peu la différence en termes d'imagerie. Déjà, les stents tenus, la resténose, vous le savez, c'est dans les 6 mois. Généralement, quand ça n'a pas resténosé à 6 mois, 8 mois, généralement, ça ne resténose pas. Les stents actifs, il y a des resténoses qui ont été décrites jusqu'à 5 ans. Donc très tardif, donc c'est des patients qu'il ne faut pas surveiller de la même manière. La deuxième chose, c'est le mécanisme histopathologique n'est pas tout à fait le même. Les stents tenus, on a tous appris que c'était de la prolifération de cellules lisses. Hein. Donc c'est très cellulaire, c'est des cellules musculaires lisses qui ont proliféré. Dans les stents tenus, c'est pas du tout la même chose le plus souvent. C'est souvent cellulaire et c'est une maladie qui est très proche de l'athérosclérose. Hein. Donc c'est vraiment ça la différence, avec des délais de réendothélisation qui sont assez différents aussi. Un stent tenu, il se réendotélise en 3 à 6 mois. Un stent actif, 3 ou 4 ans plus tard, des fois il est toujours pas réendothélisé. Donc les mécanismes dus aux molécules actives de resténose sont très différents. Et je crois que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et que l'idée qu'on a d'une resténose avec un stent tenu qui se manifeste souvent ou presque toujours par de l'angor stable, on dit c'est pas dangereux. Avec les stents actifs peuvent se manifester sous des formes de syndrome coronarien aigu. Et donc c'est probablement beaucoup plus dangereux. Donc moins de resténose, mais peut-être, ça reste à démontrer parce qu'il n'y a pas de gros termes, il n'y a pas de grosses études, peut-être des resténoses plus dangereuses à type de syndrome coronarien aigu. C'est surtout ça que je voulais vous dire, voilà, vous rappeler. Je te laisse continuer. Alors à l'époque, j'aurais dû poser la question à Christophe, puisque ça n'a pas raté, il l'avait prédit, hein, il vient de nous le dire, le ballon seul, ça ne suffit pas. Le patient est revenu beaucoup plus tard, ce coup-ci, hein, vous voyez sur le bar graphe d'en haut, mais il revient encore pour une resténose, toujours dans le même territoire. Alors c'est peut-être une rupture de néoathérome, c'est à discuter. Et donc on va le traiter, on met un coup de ballon conventionnel, on met un coup de ballon non compliant pour ouvrir la lésion, et on applique du ballon actif, qui est un Sequent Please 3015. On l'applique durant 60 secondes, donc a priori le temps qu'il faut, et on récupère un résultat angiographique qui satisfait tout le monde, mais comme depuis le début, hein, depuis le début on est content immédiatement, et on se rend compte juste après, ou quelques temps après, qu'en fait le patient a resténosé. Alors est-ce que c'était la bonne stratégie, le ballon actif, Christophe ? Alors le ballon, alors maintenant on n'est plus dans, on a parlé tout à l'heure des ballons actifs et des stents actifs dans un stent tenu. Qu'est-ce qu'on sait maintenant dans le resténose des stents actifs ? Là aussi il n'y a pas de grandes études, c'est ISAR Désir 3 est probablement la plus grande, je crois qu'il y a à peu près 400 patients.
Elle a comparé le ballon nu, le ballon actif aux plaquettes Axel et les stents actifs, mais là de première génération avec du plaquettes Axel. Et elle montre, quand vous regardez les courbes, c'est simple, là, le ballon nu, ça ne marche pas très bien, comme dans le stent nu. Et par contre, le ballon actif, finalement, ça marche à peu près aussi bien qu'avec des stents de première génération. Donc, indiscutablement, une resténose sur un stent actif à l'heure actuelle, c'est soit du ballon actif, soit un stent actif, un nouveau stent actif dans un stent actif, ça devient compliqué. Après, est-ce qu'il faut utiliser le même produit, etc. Ça, on peut en discuter, je n'ai pas la réponse. Et une méta-analyse qui a été publiée il n'y a pas longtemps dans l'American J a repris toutes les études, petites études de resténose dans les stents actifs, et avec un ranking un peu compliqué à comprendre. Je ne suis même pas sûr que j'ai tout compris le papier. En tout cas, ce qui montrait, c'est que au niveau de cette méta-analyse, les ballons actifs, dans un stent actif, ça ne marche pas si mal que ça, finalement, et quasiment de la même manière que les stents de nouvelle génération, bien qu'il n'y ait pas eu de comparaison directe. Voilà. Donc il faut rester prudent. Le ballon nu, il faut oublier, ça ne marche pas bien du tout. Donc j'ai essayé de réfléchir finalement quand est-ce qu'il vaut mieux faire un ballon actif et quand est-ce qu'il vaut mieux faire un stent actif dans un stent actif carosténosé. Donc quelques pistes, plutôt un ballon quand il y a déjà plusieurs couches de métal. Moi je ne suis pas persuadé que mettre des couches sur des couches ça soit très intéressant. Quand il y a des grosses branches, effectivement on a toujours peur de les occlure, donc probablement que c'est plus la place d'un ballon que d'un nouveau stent. Et puis chaque fois surtout qu'on veut diminuer le temps de double anti-agression plaquettaire. Donc là probablement que maintenant avec les ballons actifs c'est de 1 à 3 mois de double anti-agression, donc on peut gagner du temps. Donc je pense que c'est vraiment dans ces indications-là que le ballon est à privilégier. Et plutôt un stent actif dans un stent actif, s'il y a des fractures de stent, ça arrive. Quand il y a des resténoses, ce qu'on voit assez facilement avec les nouveaux stents actifs, c'est-à-dire que la resténose ne se fait pas trop dans le stent, mais des fois sur les berges. Et là, c'est très difficile, c'est pas très fréquent, mais ça arrive. Donc plutôt remettre un stent un peu plus long dedans. Et puis quand on a prédilaté et que le résultat est suboptimal, c'est probablement là qu'il faut remettre un stent dedans aussi. Voilà. C'est à discuter au cas par cas, je pense. Alors encore une fois, un an plus tard, la même situation se reproduit. Il revient toujours pour un angor. Donc bien sûr, on le recoronagraphie d'entrée de jeu. C'est pas la peine de faire un test de provocation d'ischémie. On retrouve toujours cette image de resténose intrastent, qui est donc un intrastent actif avec une application de ballon actif, qu'on va traiter avec, encore une fois, un ballon semi puis un ballon non compliant. Et on va changer de ballon actif en se disant qu'on aura peut-être un peu plus de chance. Alors on a eu la chance de pouvoir utiliser l'Agent 3.015 avec un résultat angiographique qui est pas si mal que ça, encore une fois, et on se dit bon, on espère que les choses vont tenir et que tout va bien se passer. Et puis ce patient, il est hospitalisé à l'USIC et le jour de sa sortie, il dit à l'infirmière, vous savez, c'est bizarre, ça fait mal dans la poitrine. Et puis elle fait un électro, l'électro il est modifié, donc elle vient me montrer l'électro et puis bien sûr ça casse les pieds de tout le monde, donc on le remet en salle de coronarographie et l'image est petite, mais je vous promets que je vous mens pas, il y a un aspect un peu inhomogène à l'intérieur de ce stent circonflexe et on dit bon, il y en aura le bol, on va faire un OCT pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Ça, c'est le pullback de l'OCT qui montre ça. Et vous voyez qu'il y a deux couches de stent, la couche du Promus à l'intérieur, la couche du stent, bar metal stent à l'extérieur qui était un Coroflex à l'époque, où on voit que eh bien, le stent actif est mal apposé sur la paroi de l'artère puisqu'il est largement sous-dimensionné. Et quand on fait le pullback de l'OCT, j'ai pas pu mettre la vidéo, je vous prie de m'en excuser, mais on voit cette espèce de caca qui apparaît et j'ai interprété ça comme une espèce d'affaissement de l'hyperplasie nointimale ou du néothérome à l'intérieur de la lumière. On a l'impression que le tissu intérieur de l'artère s'est éversé à l'intérieur de la lumière et donne cet aspect-là. Donc, est-ce qu'il fallait se poser la question, Christophe, de faire de l'imagerie avant? Est-ce que c'était une bonne idée de faire l'imagerie à ce moment-là? Bon, est-ce qu'il faut faire l'imagerie intravasculaire? Je pense qu'on est tous pour quand on en a, parce que ça permet déjà de... Moi, je ne suis pas un grand spécialiste, loin de là, mais j'aime bien en faire quand je ne comprends pas déjà. Et quand il y a des resténoses comme ça, voir s'il n'y a pas une maille qui est mal opposée, s'il y a, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment une place. Après, est-ce qu'il faut faire de l'AVU sur l'OCT? Je vous ai marqué un petit peu les indications de chacun. Nous, on est plutôt pro-OCT.
Et je trouve que c'est pas mal pour bien regarder si les mailles sont bien apposées, etc. Et puis aussi pour la caractérisation maintenant de la rosténose, voir s'il y a des plaques, s'il y a des thrombus qui peuvent modifier aussi toute l'ambiance un petit peu pharmacologique et anti-agrégat plaquettaire qu'il y a autour. Là. Donc indiscutablement, c'est une des indications de l'ECT, c'est des rosténoses un petit peu complexes, c'est quand on a un doute sur une bonne apposition d'un stent. Alors, au vu de cette image, bien sûr, je ne peux pas le laisser comme ça, donc j'avais pas grand-chose d'autre. Je le redilate avec un ballon non compliant, avec un ballon semi-compliant au départ, et je récupère un résultat angiographique qui est pas optimal, mais qui est encore une fois à peu près satisfaisant, si ce n'est que je me mets à faire du rehaussement de stent, et que vous voyez qu'avec le ballon gonflé, il y a une vraie hernie du stent qui est à l'extérieur du ballon, qui montre que le deuxième stent, la couche interne, est vraiment pas apposée sur la paroi, et que probablement que ce patient va revenir. Alors là, je fais une chose que je fais de temps en temps, c'est que j'appelle un copain et je demande un conseil à un de mes copains, je vous dirai pas le nom, ça va, voilà. Et il me dit, t'as qu'à faire du cutting balloon, parce que le cutting balloon, ça a une force plus importante, ça te permettra peut-être d'écraser ce foutu stent qui te casse les pieds. Donc je commande un cutting balloon et de façon programmée, sans qu'il ait quoi que ce soit d'expression clinique, il revient quelques jours après pour l'application d'un cutting balloon de 2.5 sur cette circonflexe, avec un résultat angiographique qui, encore une fois, n'est pas si mal que ça. Et vous voyez sur l'image de rehaussement là-haut que le stent n'est pas encore tout à fait parfaitement ouvert au site que j'ai traité. Alors, est-ce que c'était vraiment une bonne idée, le cutting balloon, dans la rosténose simplex, Christophe ? On a tous fait. En tout cas, il n'y a pas grand-chose dans la littérature. Vous voyez, c'est une étude qui date de 2004 et qui montre cutting ou ballon normal, ça ne marche pas mieux. Donc, il n'y a peut-être pas de place comme ça pour le cutting, si ce n'est des indications un peu particulières. Et par contre, ce qui est peut-être plus intelligent, c'est de réfléchir sur cutting plus ballon actif ou des choses comme ça qui sont... je sais qu'il y a des études en cours. Donc cutting seul, peut-être pas, mais cutting, ballon actif, peut-être dans certaines circonstances, à voir. Et bien sûr, ça rate pas. 6 mois plus tard, il revient. Vous voyez, ce coup-ci, la rosténose est quasiment subocclusive. Et en fait, l'interrogation que j'avais eue avec mon copain au téléphone, il m'avait dit, tu fais du cutting et si vraiment ça résiste, tu feras du rotablator. Alors là, j'avais du cutting dans les placards, donc je l'ai fait directement. J'ai appliqué un cutting de plus gros diamètre. Et c'est là que vous allez commencer à m'engueuler, puisqu'on a dit tout à l'heure pas forte pression. Mais comme ça ne se levait pas et que ça me cassait les pieds, j'ai fini par gonfler et je l'ai ouvert à 22 bars. Avec une image en OCT qui, vous voyez, est une image typique de cutting. On a ça à chaque fois. Hein. Toute l'hyperplasie ou le néoathérome est complètement explosé avec les traces de la lame de rasoir qui pénètre à l'intérieur de la paroi. Et bien sûr, le résultat est insuffisant. Et donc, je suis passé à la phase 2, qui était la phase de rota, où j'ai avancé une fraise. Et donc, vous avez dit qu'il ne fallait pas de grosse fraise. Donc, j'ai bien sûr pris une grosse fraise, volontairement. J'ai pris une fraise de 2 parce que j'avais mesuré en OCT que le diamètre du stent, là où il était rétréci, était à 2.1. Et donc, je voulais arriver à la braser. Vous voyez que la fraise, elle se coince de temps en temps, mais fort heureusement, je suis arrivé à la ressortir. J'ai fait plusieurs passages de fraise à l'intérieur de ce stent. Et puis après, j'ai appliqué un ballon non compliant à forte pression et voilà le résultat que j'ai obtenu. Et sur les données qu'on récupère en OCT, eh bien, on retrouve les deux stents, le premier qui est toujours à l'extérieur et le deuxième que j'ai partiellement découpé dans le sens longitudinal, mais que j'ai pu ainsi ouvrir un petit peu plus. Et l'image que je vous mets d'OCT, c'est l'image la plus sténosée. Donc j'espère que ce patient, encore une fois, ça a été fait la semaine dernière, j'espère que ce patient sera enfin tranquille. Et bien sûr, j'ai pas remis de stent dessus puisque je voulais pas faire du sandwich avec plusieurs mailles dessus. Est-ce que c'était une bonne indication, Christophe, de faire du rota dans ces lésions-là ? Déjà, je suis pas... quelqu'un qui travaille avec moi tous les jours vous dirait que je suis pas un fan de rotablator personnellement. Mais bon, il y a sûrement des indications. Le rotablator dans un stent, moi, ça m'a toujours paru intellectuellement insatisfaisant. Mais bon, j'ai jamais compris pourquoi on faisait du rotablator dans un stent. Mais bon... parce qu'on peut rien faire d'autre, oui, probablement. Mais... oui, non, mais ce qui montre tout à l'heure, c'est qu'il faut éviter de se mettre dans des situations pour rien faire d'autre. Je crois que c'est plus comme ça pour les jeunes qu'il faut réfléchir. Et le rotablator, donc ça a été fait dans la rosténose et ça marche pas.
Et non seulement ça marche pas, mais en termes d'événements, c'est même plus négatif, puisque à cause probablement de tout ce qu'on voit en distalité, il y a plus une surmortalité et un surrisque d'événements avec le rotablator. Donc, sauf qu'à effectivement, on ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a des fois on ne peut pas faire autrement. Voilà, je pense que c'est sûrement pas la bonne technique de la rosténose. Voilà, donc juste pour, Camille conclura, mais juste pour vous montrer qu'on a quand même un arsenal thérapeutique extrêmement varié pour le traitement de la rosténose, dont certains sont plus utilisés, comme la brachythérapie, mais qui marchaient quand même. Que comme les deux ustensiles les plus intéressants actuellement sont le ballon actif et le stent actif de dernière génération, qu'il y aura peut-être une place reste à déterminer pour les futurs stents totalement biodégradables, pourquoi pas, quand il y a déjà beaucoup de couches de stents. Il y aura des études là-dessus. Et puis, je pense, de manière assez logique, il y a un moment où, sur certaines artères, il faut se poser la question, la chirurgie, ça marche, les pontages, ça marche, donc il faut des fois savoir laisser la main, c'est à mon avis personnel en tout cas. En guise de conclusion, les take-home message, c'est que la meilleure façon de traiter une rosténose, c'est encore de la prévenir et de ne pas l'avoir. Donc probablement utiliser plus largement les stents actifs en première intention. Semble sortir une petite tendance qui semblerait dire que pour le traitement de la rosténose intra-stent nue, probablement que le ballon ferait un petit peu mieux ou moins aussi bien, et que pour le traitement de la rosténose intra-stent actif, c'est peut-être le stent actif à privilégier en première intention, mais ça reste encore à confirmer. Je pense que l'imagerie, quand on a des situations cliniques auxquelles on ne comprend pas grand-chose, l'imagerie endocoronaire est vraiment intéressante. Ça a permis de comprendre au bout d'un certain moment le processus de rosténose, c'est que tout simplement le stent il était mal apposé, et on sait que c'est un des principaux critères ou mécanismes de rosténose, et que bien sûr quand on est dans des situations où on est un peu situation no option, eh bien on utilise un peu ce qu'on a à disposition, le ballon non compliant à très forte pression, le cutting balloon, le rotablator, mais c'est probablement pas utilisé de façon réglée systématique. Merci Christophe pour tes commentaires. Merci. Y a-t-il une question? On a 1 minute. Question? Oui. Emmanuel. Question, commentaire. Je pense que le stent est pas mal apposé. Le stent est sous-expandu, ce qui n'est pas tout à fait le même mécanisme. Et la logique du cutting balloon dans cette indication-là, c'est que finalement la force qu'on va administrer en pression sur le ballon se répartit sur les trois minces couteaux du cutting, donc ça donne effectivement une force radiaire beaucoup plus importante. C'est ça le rationnel du cutting balloon dans cette indication-là. Alors je ne sais pas si tu en avais parlé à quelqu'un d'autre, mais je pense qu'on a dû en parler ensemble. Je ne sais pas si c'est l'ami avec qui tu as parlé. Et c'est ça le rationnel du cutting dans ce truc-là, c'est pour arriver à expandre le stent avec plus de force, mais il n'est pas mal apposé, il est sous-expandu. Ouais, alors, ouais. pour ce qui est du rota... Oui, je suis d'accord, parce qu'en fait, c'est vrai que je ne vous l'avais pas mis, mais au départ, c'est un stent de 3,0 qui est posé, et quand il vient pour une rosténose, comme l'artère n'est pas en charge, on ne regarde pas forcément le compte-rendu de la fois d'avant, et puis on se dit, bon, ben, c'est un 2,5 comme un 2,5, et en fait, les emmerdements, entre guillemets, commencent à cet endroit-là. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que la cicatrisation entre le premier et le deuxième stent s'est faite avec du tissu extrêmement fibreux, et que ce tissu fibreux, il était impossible à ouvrir secondairement. Merci beaucoup pour ce cas, encore une fois, hyper intéressant. C'était la même remarque, je pense que c'est sous-déployé plus que mal apposé. Et une autre petite remarque, je pense qu'il existe vraiment plusieurs types de rosténose. Il y a la rosténose diffuse, où là on n'a pas trop de doute, on sait que c'est ou le polymère ou la réaction du patient. Et c'est toujours facile au rétrospectoscope, mais là vous aviez 2 fois une rosténose qui était très focale, qui n'intéressait pas tout le stent. Et le facteur prédictif, c'est très souvent une complication mécanique locale. Et c'est vrai que le stent boost ou l'OCT, là vous auriez eu tout de suite la réponse, que j'espère juste que vous n'allez pas le revoir mi-2015, fin 2015 et 2016. Sinon, il y a une autre solution extrême, c'est l'embolisation. Tu mets des coils dans cette petite circonflexe et puis c'est bon. Ouais. Alors une fois qu'elle est réouverte, en fait, elle est belle. Et que, comme il court beaucoup, qu'il fait beaucoup de sport, il est très demandeur d'être, comme tous les grands sportifs, d'être hyper optimal, machin. Donc, je disais ça parce que c'est quand même un petit territoire et c'est encore plus rageant d'avoir ce problème. Tu sais, il a quand même une belle branche en bas quand même. Ouais. Pas si petite que ça. En plus, tu peux pas la ponter. Et puis tu peux pas la ponter parce qu'elle est complètement dans le sinus. Merci beaucoup Camille et Christophe. Merci pour cette belle présentation. Puis maintenant, on va passer au tronc commun. Alors, Didier Carrier et Erwan Bressolette ont travaillé sur le tronc commun, lourdement.
Ils vont nous expliquer après tous ces cauchemars comment on fait ponter les patients, je pense. Voilà, donc avant de commencer, un grand merci aux organisateurs et à Boston. Juste pour redire que les ateliers, les workshops de Rota, ça existe toujours, hein, que ce soit à Toulouse ou à Nantes. Peut-être une petite parenthèse, est-ce que vous savez comment on enlève une fraise de rotablator qui est coincée? Parce que nous on dit qu'il ne faut surtout pas fraiser dans les stents. Il faut couper la fraise au ras de l'advanceur et il faut mettre un guide liner et là vous pouvez essayer de tirer. Ça fait une contre-force sur la fraise. Il ne faut pas tirer comme sur le vaisseau, c'est ce qui est décrit. Donc on fait un 4 mains avec Didier, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer le topo avec lui. Je vais vous présenter le cas clinique. On va vous faire bosser un petit peu, vous allez nous raconter, vous allez voter ce que vous auriez fait dans cette situation. Didier va vous exposer les tips and tricks et après je défendrai ma position personnelle, qui est volontairement un peu polémique. Donc je vous présente le cas d'une patiente de 86 ans qu'on avait eu dans le service, c'était en début 2013, qui est une petite dame d'1,55 m, bien en chair, qui a un antécédent d'artériopathie des membres inférieurs, qui n'était pas une coronarienne connue, qui a été hospitalisée en urgence pour un syndrome coronarien aigu avec de la troponine, des signes électriques plutôt en inférieur, un tout petit peu d'insuffisance cardiaque à la présentation initiale qui a régressé rapidement, un bon VG à l'écho, et en dehors d'une augmentation de sa troponine, il n'y avait pas d'insuffisance rénale, pas de problème, pas d'anémie. Donc on lui fait la coro devant ce syndrome coronarien aigu. Ça tourne, ouais, je ne l'ai pas à l'écran. Et donc vous voyez, donc c'est une circulation de type droite dominante. On verra la coronaire droite tout à l'heure qui est perméable. Et donc on tombe sur cette lésion calcifiée du tronc commun distal qui englobe chacun des deux ostias. Donc je fais tourner un petit peu la face caudale. Des bolides aval. Alors le chirurgien n'a pas voulu, probablement à cause de l'âge, je pense, et peut-être de la présentation aiguë. Et donc on a eu à dealer avec ces lésions-là. Donc un tronc distal avec chacun des deux ostias, donc une bifurcation type 1-1-1, et une sténose, un bourgeon calcaire excentré au deuxième genou de la coronaire, un peu après le premier genou, là, au niveau du deuxième segment de la coronaire droite dominante. Donc le VG, je vous l'ai dit, à l'écho, il était bon. Je vous le montre. Voilà. Donc on va vous faire travailler un petit peu. Donc les questions, est-ce que vous partez d'emblée sur une stratégie avec 2 stents et si oui, quelle technique vous employez? Et sinon, si vous partez avec un seul stent, à ce moment-là, quelle branche vous choisissez? Je peux vous remettre la coro, parce qu'il y a quand même une particularité anatomique. C'est que le tronc il est assez long. Pardon, peut-être c'est là qu'on voit mieux. Voilà, un tronc assez long avec une disparité de calibre assez importante et une IVA et une CX qui sont de calibre à peu près identiques. On dirait une bifurcation. Non, alors en fait il y a une première diagonale qui part là. En fait, sur la face crâniale, tu vois qu'elle se croise un petit peu. Tu vois, tu la verras sur l'angioplastie. Mais en fait, c'est pas une trifurcation, hein. Je te le montrerai tout à l'heure, c'est la première diagonale qui revient un petit peu en bisectrice, mais il y a vraiment la place de mettre un stent. Voilà. Donc je ne sais pas du coup si Benjamin et Didier voulaient faire voter un petit peu la salle. On va faire travailler un peu la salle. Est-ce que vous partez déjà avec une stratégie préétablie ou est-ce que vous allez naviguer à vue? De toute façon, tu ne sais pas si on va en mettre un ou deux. Déjà, c'est déjà complètement calcifié, il va déjà falloir le faire lâcher, ce machin-là. Oui. Mais là, on a envie de rester simple, compte tenu de l'âge de la patiente, on a envie de rester simple et mini-invasif. Qui est-ce qui partira avec une stratégie dans sa tête, a priori avec un seul stent, provisional T-stenting par exemple? Oui, non, mais un stent, c'est un peu moins de la moitié, donc ça veut dire que les autres, ils partiraient plutôt avec 2 stents, une stratégie de 2 stents? Non. C'est-à-dire uniquement la droite? Oui, c'est vrai ça. C'est vrai.